J'espère que tu n'as pas oublié mon chocolat noir du supermarché. Raisonnablement. C'est quoi ça? Choco Togo. Choco quoi? Choco Togo, c'est du chocolat 100% naturel produit au Togo. Depuis quand est-ce que le Togo produit du chocolat? Tiens, goûte. Mais c'est trop bon! C'est ce que je te disais là. Mais c'est bon! En plus d'être un anti-stress, Choco Togo réduit le risque des maladies cardiovasculaires. Choco Togo est une source de plaisir et diminue la tension artérielle. Retrouvez toutes les gammes de Choco Togo dans les supermarchés, boutiques de vente des produits locaux et les shops des stations. Bonsoir, vous suivez Écho du Togo sur Vox Africa et naturellement, vous faites bien. Vous avez compris que depuis le dernier numéro, nous avons commencé à parler des élections législatives et régionales que le Togo a connues, c'est-à-dire récemment le 29 avril dernier. Mais surtout, ce sont les toutes premières élections en termes de régional que le pays connaît. Mais au sein de la rédaction de Vox Africa, nous nous sommes rendus compte que il n'y a pas suffisamment de discussions autour des régionales. Toute l'attention est pratiquement focalisée sur les élections législatives, beaucoup plus pour des raisons que vous connaissez, surtout dans un contexte de changement de constitution. Eh ben, ce soir, nous avons jugé bon de discuter ici au plateau avec un expert en décentralisation et des questions liées aux élections, que ça soit sénatoriales et autres. Il s'appelle Monsieur Pascal Agbové, que nous avons déjà même reçu sur ce plateau, même si ça fait déjà 2 ou 3 ans. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous portez? Je me porte bien par la grâce. Exactement. Alors, le Togo venait d'ouvrir le bal en ce qui concerne les élections régionales et on nous parle de sénateurs. Lors des élections, on a présenté plusieurs listes, etc. On va voir avec vous ce que tout ça signifie, mais tout de suite concrètement, quels sont les enjeux des élections régionales? Les législatives, on en a parlé assez, mais les régionales, justement, c'est quoi les enjeux cachés derrière? Bien, merci. Les élections régionales viennent compléter le deuxième palier de la décentralisation, qui est la deuxième forme d'élection locale. Et donc, désormais, les régions, en tant que collectivités territoriales, sont dotées des personnalités, des autorités chargées de conduire la politique de développement régional conformément aux orientations nationales. Donc, ces élus, ces conseillers régionaux vont travailler aux côtés des conseillers municipaux pour vraiment mettre en œuvre toute la politique de décentralisation en vue d'accompagner efficacement l'État dans la politique de développement du pays. Alors, ça, vous avez dit que c'est le deuxième niveau, aussi dans la deuxième partie de la décentralisation. Je sais que vous faites référence aux élections municipales. Oui, également d'un côté. Évidemment. Voilà. Conformément à la loi. Oui. Relative à la décentralisation de liberté locale, le Togo a choisi 2 types de collectivités, 2 niveaux. Donc, il y a d'abord la commune et la région. Donc, pour ces 2 collectivités sont gérées par des conseils élus. Donc, en 2019, le Togo a connu les élections municipales qui a permis d'avoir des autorités chargées de gérer les communes. Et donc, ces élections qui viennent de se dérouler permettent au Togo d'avoir des autorités également chargées de gérer la région en tant que collectivité territoriale, en complément de ce que les élus municipaux font déjà. Très souvent, nous remarquons que c'est dans des pays assez vastes, dans des grands pays, etc., qu'on parle souvent de Sénat, etc. Est-ce que vous pensez qu'un petit pays comme le Togo, même si nous comptons 5 à 6 régions, a besoin véritablement de ces genres d'élections? Bien, il faudrait que nous revenions d'abord à cas de départ pour expliquer un peu le concept, parce que souvent il y a un peu d'amalgame en ce qui concerne la décentralisation, surtout les élections locales. En réalité, le Sénat intervient au niveau parlementaire, au niveau État, puisque le Parlement togolais est composé de 2 chambres.
C'est-à-dire le Parlement du Togo est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc les parlementaires togolais sont les députés et les sénateurs. Et donc les députés sont élus au cours des élections législatives et les sénateurs sont élus, les 2/3 des sénateurs sont élus par les élus locaux et le 1/3 par le président de la République, ou bien si le Togo venait à adopter sa nouvelle, à promulguer sa nouvelle constitution, donc le 1/3 sera élu par le président du conseil. Donc les sénateurs sont des autorités, sont des parlementaires. Donc, ils n'interviennent pas au niveau de la décentralisation. Quand bien même que les élus locaux participent à leur élection, donc c'est au niveau national. Maintenant, au niveau de la région, si nous sommes toujours dans le cadre de la décentralisation, au niveau de la région, ce qu'il faut noter fondamentalement, c'est que les conseillers régionaux sont chargés de conduire la politique de développement de la région. Par contre, les sénateurs sont au niveau de la deuxième, c'est qu'ils sont au niveau du Parlement et désormais les projets de loi et les propositions de loi vont passer par le Sénat avant d'être votés par les députés à l'Assemblée nationale. Voilà ce qui va se passer. Donc ça, je voudrais quand même que les téléspectateurs comprennent mieux cette réalité, et donc le Sénat n'intervient pas forcément dans le cadre de la décentralisation, mais c'est plutôt au niveau national pour la prise des tests. D'accord. Ça veut dire que désormais, si on suit très bien la logique, désormais, avant que avant que tout projet ou bien toute proposition de loi ne passe devant l'Assemblée nationale, ça passe d'abord. Les sénateurs vont donner leur avis d'abord sur tout projet ou toute proposition de loi. Alors donc au niveau de la région, ce qu'il faut noter fondamentalement, c'est qu'il y aura plutôt la nomination des gouverneurs, la nomination des gouverneurs au niveau de la région. Alors ce qui va se passer, c'est que les gouverneurs sont des autorités déconcentrées, c'est-à-dire des personnalités nommées par le chef de l'État par décret et qui représentent le chef de l'État et le gouvernement au niveau régional. Et donc ces gouverneurs auront 3 missions principales. La première mission, c'est qu'ils représentent le chef de l'État et le gouvernement en tant que représentant du pouvoir central. Deuxième mission, ils seront chargés de coordonner les actions de tous les services de l'État au niveau régional. Et la troisième mission, c'est de contrôler la légalité des actions des conseillers régionaux. Donc voilà un peu ce que les gouverneurs vont faire au niveau de la région. Est-ce que les préfets ne jouaient-ils pas ce rôle quelque part? Les préfets jouent leur rôle suivant le ressort territorial, c'est-à-dire au niveau préfectoral. Et alors que les gouverneurs seront les représentants du chef de l'État, du pouvoir central au niveau de toute la région. Donc disons, les gouverneurs seront les supérieurs hiérarchiques des préfets. Bon, au moment où, pour reprendre un peu l'argument qui a motivé un certain nombre de députés et même soutenu par certains membres du gouvernement, dans le processus qui a conduit à la 5e République, on nous a parlé de faire de l'économie sur les dépenses publiques. Est-ce que vous ne pensez pas que créer encore le Sénat, c'est peut-être une façon de gaspiller l'argent, vu que nous sommes en train de réfléchir à faire beaucoup d'économies en ce moment? Bien, fondamentalement, c'est une question qui mérite quand même une attention particulière, mais ce que nous comprenons, c'est que quand il s'agit de faire fonctionner les institutions de la République, ce qui concerne le volet politique, les dirigeants trouvent toujours des moyens pour subvenir à ces besoins-là. Mais là où le problème se pose, c'est souvent les fonds pour répondre vraiment aux besoins sociaux de la population. Donc, là où nous sommes en train d'aller, c'est qu'il y aura au moins de nouvelles institutions qui seront mises en place, notamment le conseil régional qui sera mis en place et qui va nécessiter aussi des moyens, le gouverneur avec tout son bureau, avec son administration, qui sont chargés de coordonner la politique de développement au niveau régional. Il y aura également les gouverneurs qui seront aussi mis en place. Donc, il y aura 5 gouverneurs des régions, plus un gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Donc, nous aurons 6 gouverneurs. Même si le gouverneur du Grand Lomé, du district autonome du Grand Lomé, aura un statut particulier, donc on aura au total 6 gouverneurs.
avec leur administration, leur moyen de fonctionnement. Donc, ce serait un peu lourd. Et maintenant, quand on ajoute encore le Sénat qui sera mis en place selon les nouvelles réformes, en fait, ou bien, ça a été prévu, mais selon la nouvelle réforme, si on ne met pas en place le Sénat, on ne pourra pas prendre certaines décisions. Donc, cela aussi viendra augmenter encore le budget de l'État. Mais comme je le dis, quand il s'agit du volet politique, on trouve toujours des moyens, et donc nous espérons que les moyens ne feront pas défaut pour faire fonctionner ces institutions. Sans oublier que le nombre de députés est passé de 91 à 113 également. À 113, bien entendu. Ceux qui ont voté la loi, ils sont conscients des moyens dont on aura besoin pour faire fonctionner ces institutions. Mais bon, comme c'est la politique, on ne peut que se contenter de ce qu'ils ont décidé. Mais en tant que citoyens, nous avons quand même exprimé notre regret par rapport à cette décision d'augmentation du nombre de députés, étant donné que le Sénat sera mis en place. Voilà. D'accord. Bon, alors, est-ce que, selon vous, hein, le cas, dans ce cas d'espèce où on aura désormais un Sénat, comme vous l'avez dit, les projets, tout ça, là, vont d'abord passer par le Sénat avant d'aller de l'autre côté chez les députés pour qu'on vote. Est-ce que vous pensez que les élections régionales ou bien les Sénats, les sénateurs qui seront là, etc., pourront avoir quand même un impact assez significatif en ce qui concerne les questions de gouvernance politique? Est-ce qu'on peut s'attendre de l'amélioration? Est-ce que c'est dans ce sens? Je ne pense pas que la gouvernance vraiment se situe à ce niveau. La gouvernance se situe beaucoup plus au niveau du gouvernement. Parce que c'est l'exécutif qui est chargé de mettre en œuvre la politique de développement du pays, et donc l'efficacité ou bien l'inefficacité des actions réside au niveau du gouvernement, donc au niveau des ministères. C'est vrai que on peut élaborer des tests, donc c'est le rôle qui revient aux parlementaires ou bien aux députés, c'est de voter les tests, de prendre des décisions, mais ils ne sont pas chargés de mettre en œuvre les décisions. Donc c'est le gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre les politiques, les programmes, les projets de développement. Donc, il faut vraiment parler de la gouvernance, c'est surtout au niveau du gouvernement, au niveau des ministères. Mais ça ne se joue naturellement pas au Sénat. Oui, mais on peut quand même se dire que ils sont des entités qui peuvent contrôler les actions du gouvernement. Mais la question est de savoir, depuis que nos assemblées, les députés sont là, pourquoi il y a toujours une insuffisance dans la gouvernance, parce que les programmes, les projets mis en œuvre ne répondent pas efficacement aux besoins de la population. Et si c'est le constat est amer, quand vous allez vers vous rentrez dans la population, les gens sont souvent dans la déception totale, et quand vous voyez l'état de nos routes, vous voyez les conditions sur le plan sanitaire, tout ça, ça reste à désirer. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire en réalité à ce niveau. Je crois que les dirigeants sont conscients de cette réalité. Ils prendront quand même des mesures pour améliorer cela. Sans cela, nous sommes sur une pente glissante. Donc, vous pensez que ça soit sénatorial, gouverneur, tout ça, bon, le Togolais n'a peut-être pas grand-chose à attendre en ce qui concerne l'impact direct sur le panier de la ménagère? Non, l'impact à y avoir, c'est surtout au niveau de la décentralisation, au niveau de la gouvernance locale, c'est-à-dire au niveau de la région. Aujourd'hui, une fois que les conseillers régionaux sont mis en place, ils doivent se mettre au travail. Mais cela aussi dépendra de certains facteurs, notamment la capacité des élus locaux de pouvoir piloter, définir et piloter la politique de développement local au niveau d'envergure régionale. Également, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Il faudrait que on puisse régler la question de transfert de ressources, parce que conformément à la loi relative à la décentralisation liberté locale, il est précisé que le transfert de compétences devait se faire concomitamment avec le transfert des ressources. Maintenant, on a vu que depuis les élections de 2019, le transfert de ressources n'est pas, le transfert de ressources n'est pas effectif. L'État fait de son mieux, mais les collectivités ne sont pas dotées des moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre les compétences que l'État leur a transférées. Donc, il est important que pour cette deuxième phase, l'État fasse un peu d'effort pour véritablement transférer les ressources à ces collectivités territoriales afin de permettre aux élus locaux qui sont composés des conseillers municipaux et des conseils régionaux de pouvoir véritablement mettre en œuvre la politique de décentralisation au profit des populations à la base. D'accord. Là, quand je vous écoute parler, je me rappelle qu'en 2019, au lendemain des élections,
municipales, les premières élections municipales, quand on a eu à analyser cette question-là au plateau, on s'est rendu compte que le Togo n'était même pas encore préparé à tout ça. Il y a certains maires, c'est après qu'on a commencé à voir où est-ce que la mairie sera logée, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a eu de bonnes mesures qui ont été prises dans ce sens? Est-ce qu'on est prêt véritablement à enclencher ce processus? C'est le constat bien souvent fait chez nous. Vous savez que souvent on va très vite, mais on ne prend pas les mesures de bien asseoir les choses. À cette étape, par exemple, les gouverneurs ne sont pas encore nommés, alors que c'est les gouverneurs qui vont mettre en place les conseils régionaux. Donc après ces élections, les gouverneurs ont 60 jours au plus pour convoquer la première réunion des conseils régionaux pour que les conseils puissent choisir, élire le président du conseil régional avec son bureau, tout ça. Donc, les gouverneurs ne sont pas encore connus, ça veut dire que leurs bureaux d'administration ne sont pas encore installés, alors qu'on doit les nommer, ils doivent se prendre fonction, ils doivent mettre en œuvre toute l'administration avant les 60 jours, après les élections régionales. Donc, ce qui n'est pas encore fait. Et donc, on se rend souvent compte que on veut aller vite, mais on ne prend pas certaines mesures pour vraiment véritablement réussir les choses selon les normes requises. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui nous fait courir alors si nous ne sommes pas prêts, mais nous courons? Oui, moi je l'ai toujours dit. Vous savez, l'article 63 de la loi relative à la décentralisation et liberté locale a prévu que l'État puisse conduire le processus de manière progressive. Donc moi je disais que l'État n'était pas obligé d'accélérer la mise en place d'accélérer l'organisation des conseils, en fait, des élections régionales. Mais le grand souci pour les décideurs, c'est de faire en sorte que les conseils régionaux soient élus pour pouvoir mettre en place le Sénat. Donc, je crois que c'est la mise en place du Sénat qui a été l'élément motivateur pour accélérer le processus d'organisation des élections régionales. Donc, on se dit que les politiques, ils ont toujours leurs calculs qu'on n'arrive pas souvent à maîtriser. Ils ont souvent des équations difficiles à résoudre. Donc, on les suit. Mais comme vous le dites, le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que cette nouvelle forme de gouvernance politique puisse être véritablement bénéfique à la population. Est-ce que vous pensez que la population comprend l'enjeu, tout ce qu'on est en train d'expliquer avant d'aller voter le 29 dernier? C'est étonnant. Je vous assure que même quand je discute avec les étudiants, ils ne comprennent même rien de ce qui se passe et comment un citoyen lambda pourra comprendre cela. Et c'est pour cette raison que nous regrettons que le processus n'a pas été conduit avec une pédagogie qui devait permettre en amont de véritablement sensibiliser, former les citoyens pour que les gens puissent véritablement participer pleinement à cette nouvelle forme, à ce processus qui, normalement, l'objectif, c'est d'accélérer, d'accélérer le développement local à travers la mise en place des organes élus pour que ces élus puissent relayer les actions de l'État au niveau, à la base. Mais comme les citoyens ne comprennent pas ce qui se fait, eh ben, ils sont restés dubitatifs, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quels sont les avantages liés à cette nouvelle forme de gouvernance. Tout ce qu'on est en train de faire, on est allé aux élections régionales sans faire une grande campagne pour permettre aux gens même de comprendre quels seront les rôles des conseillers régionaux. Donc c'est un constat même, mais comme c'est les politiques qui sont chargés de prendre la décision, on est là juste pour expliquer aux citoyens ce qui se passe et au besoin, essayer de faire nos analyses pour vraiment faire connaître quand même certaines faiblesses que nous avons au niveau du dispositif ou bien du processus qui pourraient véritablement avoir des effets néfastes par rapport aux objectifs, aux résultats attendus du processus. Mais est-ce que c'est fait à dessein, le fait de ne pas communiquer autour de ça? Bon, je ne saurais le dire, mais je me dis que c'est un constat général chez nous parce que souvent quand on prend les tests, on ne prend pas le temps d'expliquer cela aux citoyens alors que il est dit que lui n'est censé ignorer la loi. Alors quand on prend un test qui concerne les citoyens, normalement les institutions chargées, que ce soit les ministères ou bien les structures concernées par ces tests-là, devaient normalement faire la communication pour permettre aux citoyens de comprendre véritablement ce qu'on veut faire, quels sont les biens fondés de ces dispositions juridiques, quelles sont les implications et quelles devaient être les obligations, les responsabilités des citoyens en la matière pour que cela ne s'ouvre pas dans leur mise en œuvre. Mais généralement, on ne le fait pas comme ça et donc je me dis une fois encore, on va essayer. Mais c'est un regret total parce que nous avons déjà
faire le même constat au niveau des élections municipales, on ne doit pas répéter la même erreur pour les élections régionales. Donc, on se dit, est-ce que les dirigeants voudraient véritablement que les citoyens participent à cette nouvelle forme de gouvernance? Puisque même quand nous voyons au niveau de communal, il y a l'institution citoyenne qui devait être mise en place dans toutes les communes, mais jusqu'ici, je ne sais pas si 1% même a été mis en place, c'est-à-dire le bureau du citoyen qui devait permettre normalement aux citoyens de participer à la vie des collectivités au niveau communal, mais cette institution n'est pas mise en place dans plusieurs communes. Donc on se demande, est-ce que véritablement les politiques voudraient que les citoyens à la base puissent participer à la gouvernance locale? Ben, quand vous voyez tout ce qui est instauré ces derniers temps, que ce soit le Sénat dont on parle encore aujourd'hui, les élections régionales, est-ce que vous pensez que en vérité c'est de nature quelque part à encourager le contrôle citoyen de l'action publique? Non, pas du tout. Les politiques, ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir. Vous savez que les politiques, d'abord, c'est la conquête des du pouvoir. Et donc, tout ce qu'il faut pour conquérir le pouvoir, ils sont prêts à le faire. Et donc, que ce soit au Parlement, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les autres institutions, les gens veulent avoir juste des postes. Maintenant, véritablement, est-ce que ce que ces institutions vont faire contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens? Je ne pense pas. C'est pourquoi je vous disais que le problème réside, le problème de gouvernance réside au niveau de l'exécutif, au niveau des ministères. Est-ce que les programmes, les projets sont bien mis en œuvre? Est-ce que les citoyens participent vraiment? Est-ce que les citoyens d'abord adhèrent? Je crois qu'aujourd'hui, au niveau du Togo, enfin, on constate que le gouvernement initie de bons projets, mais les projets n'aboutissent pas. Et la question est de savoir pourquoi le nombre de ces projets n'aboutissent pas. Et donc, il appartient quand même aux décideurs de comprendre que sans l'adhésion des citoyens aux politiques publiques, aux programmes et aux projets, alors il serait très difficile d'avoir des résultats probants. Donc, il urge que on puisse quand même changer de paradigme pour permettre aux citoyens de véritablement comprendre ce que les décideurs font et de leur rappeler leur rôle, leur responsabilité, afin qu'ensemble nous puissions vraiment participer de manière inclusive à la politique de développement de notre pays. Mais ces derniers temps, le désenchantement de tout ce qui est politique, de façon générale jusqu'à englober politique publique, saute quand même aux yeux. Est-ce que vous pensez qu'on a encore grand chose à attendre de ces populations-là, ou bien est-ce que vous pensez que l'État peut toujours essayer? Bon, de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça ne rentre pas dans l'intérêt de l'État de toute façon, n'est-ce pas? Bon, vous savez, les politiques souvent, c'est que on doit collaborer avec la population. Parce que tout ce que les décideurs font en termes de prise de test, en termes d'action sociale, il faudrait que les populations soient mises au centre. Il faudrait que les citoyens soient impliqués. Je crois que dès le départ. Okay. Parce que si vous conduisez une politique publique et que les citoyens ne sont pas au centre, alors votre politique a déjà voué à l'échec. Donc, il est important que nos décideurs comprennent cela. Je crois que c'est le défi à relever. C'est à ce niveau-là. Comment faire en sorte que les citoyens soient impliqués, dans en amont et en aval de toute politique, à toutes les étapes du processus de définition, de mise en œuvre de la politique publique. Donc, on se dit aujourd'hui, oui, tout est fait, mais où est-ce que le citoyen se retrouve dans cette politique-là? Est-ce que le citoyen connaît même son rôle dans cette nouvelle politique? Si vous définissez un cadre juridique, tout ça, et le citoyen ne comprend pas cela, vous définissez le cadre pour qui? La grande question. Monsieur Abové, Pascal, si jamais on a tout oublié ce soir dans cette émission, qu'est-ce que vous auriez aimé que les téléspectateurs regardent peut-être? Je voudrais tout juste rappeler à nos compatriotes que nous sommes dans une phase de notre histoire où nous ne devons pas rester à l'écart de tout ce qui se passe au niveau politique. Chacun de nous doit s'impliquer. Comprendre d'abord ce qui se fait au niveau juridique, c'est-à-dire que au niveau des institutions, parce que c'est tout notre avenir qui se joue là. Si nous restons les bras croisés, nous allons regretter. Et donc, il est important que chacun de nous puisse quand même s'informer, se faire former pour comprendre où est-ce qu'on veut nous amener, pour savoir comment tirer son épingle du jeu. Mais si vous restez à l'écart, vous allez regretter. Donc, il est temps que chacun de nous s'implique dans la politique. Je ne dis pas de devenir politicien, mais comprendre un peu, participer activement à la gestion de la chose publique en s'informant. Voilà. Quelle est la limite entre les deux, devenir politique ou bien? Non, moi, par exemple, ici, je m'implique, je suis un acteur clé de l'écosystème politique, mais je ne suis pas un politicien, parce que je n'ai pas pour ambition de conquérir le pouvoir.
mais je participe à la gestion de la chose publique à ma manière, en apportant mon expertise et puis en faisant la veille citoyenne, de manière à ce que ceux qui sont les détenteurs de pouvoir puissent mieux gérer les affaires publiques. Donc, j'apporte ma contribution de cette façon-là à la bonne gouvernance de mon pays. Donc, chacun de nous, à son niveau, doit faire cela, faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Il faudrait que, si les gens veulent nous laisser de côté, nous devons nous efforcer à être là où nous devons être pour pouvoir influencer et apporter notre contribution à la bonne gouvernance locale pour pouvoir garantir un avenir meilleur à nos enfants. Ça, c'est le message que vous avez pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Monsieur Agbové Pascal, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Que Dieu bénisse le peuple togolais qui se souvienne de lui pendant ces moments troubles de son histoire. À la prochaine.